Anne Dolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Épisode 47. Nous recevons Edna Hernandez-González, architecte et maîtresse de conférences en urbanisme à l'UBO, qui pilote la chaire Nosbraze, projet scientifique pluridisciplinaire autour de la ville, la nuit. Bonne écoute. Edna Hernandez-González, bonjour. Bonjour. Tu es maîtresse de conférences en urbanisme, docteur en urbanisme et architecte urbaniste, et tu travailles à l'Université de Bretagne occidentale à l'Institut de géoarchitecture. Et tu es en train de monter une chaire universitaire Nosbraze. Bon, elle est déjà montée, elle est déjà en cours en fait. C'est la première année, donc mais on reviendra sur les détails. Tes travaux portent sur de nombreux sujets, et en particulier sur les dynamiques urbaines. Et tu t'intéresses aussi à des aspects comme ceux du patrimoine culturel immatériel. Ouais, c'est ça. Grosso modo, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce qu'on produit la ville. Et dans ces aspects-là, j'ai choisi notamment de m'intéresser à la temporalité nocturne. C'est un aspect qu'on travaille pas beaucoup. Je travaille sur ça depuis une quinzaine d'années. Et là, actuellement, on a fait beaucoup de progrès parce que c'est quelque chose qui ne nous étonne plus en fait. La ville, la nuit, il vit quoi, il est en activité. Et sur les patrimoines immatériels, c'est quelque chose que je faisais dans mon ancienne vie, si je peux dire ça. C'était notamment quand j'ai fait mes études au Mexique, l'école d'archi. Et à ce moment-là, je m'intéressais sur les patrimoine, ce qu'on appelle l'héritage, comment est-ce qu'on dirait ça, patrimoine bâti, et aussi sur le patrimoine immatériel. C'est quoi le patrimoine immatériel ? Ça va être tout ce auquel un peuple, une population s'attache. Et notamment, c'est très fort en Bretagne. Tu dois le savoir en fait. Oui, bien sûr. En fait, toutes les fest-noces, les fest-days, ça fait partie du patrimoine immatériel. Donc, c'est une manifestation culturelle qui n'a pas forcément une matérialité, on va dire, immédiate, qu'il y a plutôt des actions, des savoir-faire qui sont liés. Donc, on a fait un colloque. Je suppose que c'est pour ça que tu viens sur ça. C'était très, très chouette. Maintenant, la date dans laquelle on a fait le colloque, ça m'échappe. En fait, ça fait, à mon avis, 3 années. Et c'était un colloque très, très intéressant où on mettait en valeur ce patrimoine immatériel de la culture bretonne et on faisait un aller-retour avec l'Amérique parce que je suis mexicaine. Donc, tout ce qui est lié aux Amériques, ça m'intéresse. Et on parlait du patrimoine immatériel aux Amériques et des patrimoines immatériels, notamment en Bretagne. Donc, oui, une thématique sur laquelle ça me passionne, mais que pour l'instant, il est un peu en retrait. Donc, tu t'es mis à fond maintenant sur les night studies. C'est ça. C'est une thématique universitaire qui est récente. Pas si récente que ça, en fait. Les premières écrits sur ce qu'on peut appeler les night studies, c'est vrai qu'on a cette manie pas très bonne de mettre tout dans les termes studies quand on ne sait pas très bien à quel champ disciplinaire il appartient. Donc, les night studies, ça nous permet de rassembler des géographes, des sociologues, des anthropologues autour des études sur la nuit. Donc, c'est assez large et c'est un bon moment dans lequel on a des échanges avec plein de disciplines jusqu'à que ça va se fractionner. Je suppose que petit à petit, les urbanistes, ils vont trouver des études sur la nuit beaucoup plus ciblées et on va un peu avoir moins de dialogue avec les philosophes qui travaillent sur la nuit. Donc, c'est pas si récent. En fait, c'est dans les années 70 qu'on entend parler de la nuit comme une frontière, les territoires à conquérir, à explorer. Donc, ce n'est pas très récent. Ce qui est récent, c'est que ça devienne un sujet public et que les acteurs de la ville, notamment, ils s'intéressent. C'est, entre guillemets, un peu récent. Donc, c'est tout ce qui s'intéresse aux pratiques humaines nocturnes, aux activités, aux mobilités. Qu'est-ce qui, selon toi, est la manière d'attraper en fait cette nuit humaine? Oui, si on revient sur ce terme qu'on utilise, night studies, ça va être toutes les études qui vont être liées à la nuit. Et les représentations dans la peinture autour de la nuit, les représentations sur qu'est-ce que c'est la sécurité et la lumière au Moyen-Âge, tout ce qui est lié à la nuit, ça va être night studies. Et
comment est-ce que ça devient une thématique pour la ville? Ça va être notamment autour aussi de ce qu'on appelle les nighttime economy. C'est beaucoup dans les pays anglo-saxons où ils vont s'intéresser à une économie nocturne. C'est quelque chose qu'on aborde beaucoup moins en France, mais ce qu'on aborde beaucoup en France, ça va être les bureaux du temps et la temporalité nocturne. Comment est-ce que ça va impacter certaines populations? Donc, c'est toute une dynamique nocturne pour se dire que la nuit, on fait la fête. Un certain âge de nos vies, plus que dans des autres. Et que cette ville, cette activité-là, il demande des gens qui travaillent, en fait. Donc, on va appeler beaucoup de chercheurs, qui sont déjà aussi travaillés sur ça. Il y a une population qui s'amuse la nuit, donc une nuit de loisirs, d'activités festives. Une population qui souhaite se reposer, donc une nuit du repos, et une nuit de travail. C'est-à-dire tous ces gens-là qu'il faut qu'ils travaillent pour que certains ils s'amusent et pour que certains ils dorment, ils se reposent dans de bonnes conditions. Donc il y a ces actions, ces dynamiques qu'actuellement ils sont reconnus et ils sont une place dans la planification de la ville. Donc c'est ça qui nous intéresse et notamment un peu de déplacer la focale parce que quand on dit nuit, ça te fait penser à quoi à toi? Si je te dis le mot nuit, tu penses à quoi? Moi, ça me fait penser aux animaux nocturnes, en fait. Ah, tu triches. Je n'attendais pas cette réponse-là. Et typiquement, quand je dis nuit, ça nous fait penser à la lumière, en fait. Est-ce qu'il y a cette idée de nuit, éclairage public, en fait. Donc, c'est ce discours... Mais ça a un impact très fort sur les animaux nocturnes. Tout à fait. Voilà. Donc, tu es en train de modifier toute ma préparation. Non, c'est ce que je veux dire. Typiquement, la nuit, on va la traiter par la lumière. Jusqu'aux années 2000, on s'est dit, la nuit, il faut que les gens ils circulent, il faut qu'il y ait une ambiance nocturne. Et très récemment, pour moi, en fait, c'est-à-dire que suite à plusieurs événements, cet impact négatif de la lumière, on va la prendre en compte. Mais il y a, et ça ne veut pas dire pour autant que c'est nouveau. En fait, tu le sais, les astronomes, ça fait 40 ans qu'ils tirent la sonnette d'alarme en train de dire on ne voit plus le ciel étoilé dans des espaces urbanisés. Et ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que la chaire il a eu lieu, en fait, c'est que c'est du monde, en fait, un monde un peu sociologique, tu vois, on parle de dynamique nocturne, et un monde un peu, on va dire, écologique, on s'intéresse à cet impact négatif, il ne se parle pas. Donc, c'est des études assez avancées, en fait, qu'on fait du côté, oui, il y a une vie nocturne en ville la nuit, il faut s'intéresser. Il y a des maires, de la nuit, il y a des conseils de la nuit. Et de l'autre côté, on est en train de faire beaucoup des avancements sur la trame noire, sur l'impact négatif que la lumière artificielle il y a sur l'environnement. Mais chacun fait son chemin. Et c'est ça qui est important maintenant, depuis, à mon avis, une dizaine d'années. On commence à dialoguer, cette approche un peu socio-géographique, urbanistique de la nuit, et cette approche un peu, on va dire, je ne sais pas si c'est le long terme, écologique de la nuit. Donc, toutes ces tendances, tous ces axes sont réunis au sein de la chaire. C'est quoi une chaire, en fait, d'un point de vue universitaire? Oui, là, c'est un ovni. En fait, c'est un truc un peu bizarre parce qu'une chaire universitaire, on la connaît plutôt quand il y a un prof qui vient, on parle de chaire, par exemple, de chaire des Amériques. Donc, il y a un prof d'une université aux Amériques qui vient faire cours sur une thématique. Là, c'est un dispositif un peu nouveau pour les universités, en fait, et où ils essayent de faire dialoguer, de faire une sorte de consortium, en fait, rassembler des chercheurs et du privé, c'est-à-dire qu'on va aller chercher du financement des partenaires du privé et du public, et aussi qu'il ait une retombée sur nos formations, sur nos étudiants, et bien sûr sur la société, en fait, que ça produise et que ça intègre la population, les habitants, les usagers, en fait. Donc ça, c'est une chaire. Et nous, à l'UBO, il y a la fondation UBO qui a lancé cette idée en 2021. On a répondu à l'appel. Il fallait proposer un dossier. Donc, on a été plusieurs à proposer des dossiers, des candidatures pour créer une chaire. Et la nôtre, elle s'appelle Chaire Nosbrace. La première a été inaugurée dans le cadre de l'UBO.
Maintenant, il y a beaucoup d'autres projets et ce qui est très intéressant, c'est ce dialogue en fait qu'on essaye de faire entre un peu décloisonner ce qu'on fait à l'université et sortir un peu des financements qui est bien rodés en fait à l'université. Donc c'est quelque chose de nouveau. Et c'est aussi quelque chose un peu et pas facile en fait parce qu'en général, on sait faire la recherche, on sait faire un peu moins co-construire avec les usagers et les habitants, et encore un peu moins dans mon cas de dialoguer avec des autres partenaires qui vont pas être forcément des chercheurs en fait. Donc c'est vraiment riche, mais c'est un défi en soi. Je trouve que voilà, c'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Il y a 3 axes à cette chaire. On a déjà abordé celui sur les dynamiques sociales. On a un petit peu parlé de celui sur la biodiversité. Et il y a un 3e axe, c'est celui du numérique. Oui. Et donc, dans ce numérique, il y a des projets. Des projets de terrain, en fait, qui sont en cours. Oui. Et en fait, quand on a lancé la chaire, c'est qu'on avait essayé de se dire, en tant que chercheur aussi, c'est un défi de dialoguer avec des collègues qui ne sont pas de ta propre discipline. Donc, c'est beaucoup plus confortable pour moi de dialoguer avec des sociologues, avec lesquels je travaille très très bien, des géographes, des anthropologues. Et le défi, c'était d'aller chercher des collègues avec lesquels j'avais déjà des relations, mais qu'on n'avait pas monté des projets. Donc là, il y a nos collègues du Centre européen de réalité virtuelle, avec lesquels on avait déjà mené quelques projets et auxquels on a proposé la thématique. Et ils ont accepté de relever le défi parce que ce n'était pas non plus trop clair. C'est-à-dire qu'il fallait s'intéresser un peu à qu'est-ce que cette notion de Smart City liée à l'éclairage public, liée à la lumière, comment est-ce qu'ils pourraient se l'approprier. Et ce qu'ils ont accepté de faire, ou ce qu'on a trouvé à faire dans un premier temps, c'est de se dire comment est-ce que en réalité virtuelle, on pourrait tester des aménagements qui ne sont pas encore mis en place. Ça, disons que c'est un choix pour l'instant un peu facile, pas tant que ça, parce que c'est pas facile à simuler la lumière en réalité virtuelle et à créer une ambiance. Donc pour l'instant, ça c'est l'axe 2 Smart City, et on est en train de faire des simulations sur des espaces de la ville de Brest, les Batiam. On essayait aussi de commencer à travailler sur des quartiers sur lesquels on intervient, Kerango, Keredern, mais c'est pas évident parce que la maquette 3D de la ville de Brest, elle est encore à un stade un peu qui débute en fait. Il n'y a pas un graphisme très réaliste. Donc on est plutôt en bas de Siam sur la simulation, la réalité virtuelle et de l'éclairage public et comment, un usager, on met les casques et jusqu'à quelle mesure, en fait, si on baisse un peu l'intensité de la lumière, on continue à se dire, ah oui, je continue à être à l'aise, je me sens encore en sécurité avec moins de lumière. Voilà, tout ça en réalité virtuelle. En fait, cette question de la lumière, de l'ombre, ça interroge beaucoup de choses, j'imagine, chez les urbanistes en particulier, des droits différentiels à la ville, à l'accès à la ville. Et en particulier le droit des femmes, plus largement, la question de la sécurité liée à cette question de l'éclairage. C'est des choses sur lesquelles tu travailles beaucoup. Oui, là ça reviendra dans l'axe 1. En fait, on a des projets, il y a un projet qui s'appelle NOSNUM, Nuit numérique, qui était labellisé par les messages B 2021-2023, on finit. Et c'est dans le cadre de la chaire, mais la thématique, elle va être bien précise. En fait, on va essayer de travailler sur les sentiments d'insécurité chez les femmes. Donc c'est une thématique assez complexe. Beaucoup de collègues, ils sont déjà surtout sociologues, ils sont déjà posé la question de ce que ça vient, ce sentiment d'insécurité. Et nous, ce qu'on avait proposé, c'est d'avoir deux types de données. Une donnée physiologique, grâce à l'utilisation des montres connectées, et avec une géolocalisation, donc c'est-à-dire qu'on aura de la donnée physiologique et de la donnée qualitative grâce à des entretiens qu'on fera avec les femmes. Donc on essaye un peu de déconstruire comment et dans quels espaces les femmes elles peuvent ressentir
encore une fois, un sentiment d'insécurité. Et qu'est-ce que on pourrait améliorer pour que cet ressenti il puisse être moindre? Pour leur donner tout le droit à la ville auquel elles peuvent tout à fait prétendre. Tout à fait, tout à fait. Après, c'est ce qui est aussi, c'est que les divers travaux qu'on a menés, c'est qu'ils montrent, c'est qu'il faut aussi réaliser ce travail-là, pas qu'avec les femmes. Et ce qui nous intéresse aussi, et beaucoup des hommes qu'on croise, hein, c'est ça qu'ils nous disent. Et c'est pas parce qu'on ne dit pas qu'on n'a pas peur. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a un peu moins de travaux sur le ressenti des sommes la nuit. Donc, la nuit, plus que la joie, encore la ville dans la journée, il a un accès différencié. Et les droits à la ville, il est encore plus réduit et il est encore modifié plus la nuit, quoi. Donc, on n'a pas de conclusions tranchantes sur qu'est-ce qu'il faut faire. On a décidé sur quoi il faudra qu'on travaille pour que les espaces ils soient plus accueillants la nuit avec les femmes et par conséquent avec toutes les populations. Tout le monde, qu'à partir du moment où il y a cette différence, elle va avoir tendance, j'imagine, à s'amplifier. Et plus on aura de femmes qui seront bien à l'aise dans l'espace urbain, plus elles pourront en fait l'occuper. Oui, en effet. Après, juste pour l'anecdote, mais quand on a refait l'aménagement de cette place parisienne, voilà, les 7 places parisiennes, voilà, les gros projets à Paris où on raménageait Bastille, Nation, Place de la République, les diagnostics que les bureaux ils ont faits, ils sont allés sur le terrain, ils ont essayé d'identifier qu'est-ce qu'ils faisaient pour aménager et pour que cette place, qui n'était pas des places, Bastille, voilà, c'était un rond-point, quoi, il fonctionne plus. Un des indicateurs, c'était de identifier, comptabiliser combien de temps une femme elle restait dans l'espace public la journée. Hein. Il te disait, une femme, si elle reste dans l'espace public, c'est un indicateur que cet espace public, il fonctionne. Donc, c'est la même chose. La nuit, est-ce qu'on peut identifier si les femmes, elles peuvent rester la nuit dans certains espaces, de façon, voilà, on va dire de façon à qu'ils soient à l'aise, pas interpellés de façon inopportune. Voilà. Et ça donne un indicateur de à quel point cet espace public peut être accueillant pour toutes les populations. Donc en effet, en fait, plus ils seront envie de rester, de pratiquer cette nuit, cette ville la nuit, ça sera bénéfique pour tout le monde. Et encore une fois, tant qu'on ne se rend pas compte qu'à Brest, parce que c'est ça qui est paradoxal, on s'est dit que Brest c'est une métropole, mais on va jamais penser à une vie nocturne hyper dynamique comme à Paris, c'est sûr en fait. Mais tant qu'on n'assume pas qu'il y a une vie la nuit à Brest et qu'on ne l'accompagne pas, il y aura des comment dire, et des situations très tristes en fait, où les femmes elles sont agressées et au-delà de fait d'être simplement agressées. Donc il faut accompagner cette nuit et pas que seulement par les chercheurs. En fait, il faut que ça soit accompagné par les pouvoirs publics, par les gens qui ont aussi, les gens qui ont des services nocturnes, par la mobilité. En fait, il y a tout un dispositif à mettre en place pour que on a une vie la nuit accueillante en fait. C'est pas même quand on rentre à la maison, hein, parce que dans les questionnaires qu'on passe, ça c'est très 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 intéressant. On pose la question, est-ce que vous sortez la nuit? Et la réponse, non, je sors pas la nuit. Ok, on passe à la question suivante. Et quelles sont vos activités quand vous rentrez chez vous? Je passe au commerce à telle heure. Moi je vais sortir mon chien la nuit et après je fais un peu de footing la nuit parce que j'ai le temps. Donc la réponse est oui. On pratique la nuit en fait, mais c'est cette représentation. Non, on ne fait pas la fête, donc je ne sors pas la nuit. Tu vois, donc il y a plein d'activités à accompagner. Oui, c'est ça, et à expliciter, à rendre légitime. Et pour sortir un peu de cette tendance à vouloir réduire des fois l'activité nocturne à une question de sécurité, faut bien, je pense que c'est important de voir que c'est au croisement en fait de ces usages différenciés, de ces territoires qui changent entre le jour et la nuit, de ces trames écologiques vertes et bleues et de ces trames de noires dont tu parlais, que se créent en fait des échanges, des frictions qui peuvent générer des conflits, mais qui sont aussi une vraie source d'opportunités. Tout à fait, parce que c'est ça
et les défis et la richesse de cette thématique-là. En fait, on aura des demandes. Il me faut plus de lumière parce que quand je sors balader mon chien, j'aime bien être à l'aise. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui, dans les enquêtes qu'on a menées, oui, mais pas trop de lumière parce que la nuit, ça rentre dans ma chambre. En fait, j'arrive pas à dormir. Aussi, quand on a mené nos enquêtes, on posait la question, est-ce que la notion ou le terme de pollution lumineuse, ça vous parle? On est tous au courant, hein. Donc, peu importe, tu veux dire dans quel quartier on y va, on est très sensibilisé à la pollution lumineuse. Donc, on est de plus en plus au courant que plus on demande la lumière et il y a un impact, pas que dans les territoires locaux. C'est-à-dire qu'on imagine bien que la flore et la faune est impactée dans les petits jardins qui sont à côté de chez nous. Mais quand on a fait des photos et des relevés sur la pollution lumineuse à Ménesome, tu pourras le situer beaucoup mieux que moi, voilà, un endroit assez loin de la ville de Brest. On voit bien comment est-ce que l'halo lumineux dans la métropole, il va nous empêcher en fait d'avoir un ciel nocturne de qualité. C'est-à-dire que la lumière en plus qu'on a dans nos villes, ils vont impacter au-delà de notre espace proche en fait. Donc et je suppose qu'on est dans les bons moments où cette discussion il peut prendre place en fait. Pas trop de lumière, mais de la lumière suffisante pour qu'on puisse y pratiquer et aussi pour qu'une fleur et une faune nocturne ils puissent se réinstaller ou au moins s'entretenir dans nos territoires très très denses. En fait, il est bien prouvé que la qualité de nos espaces verts en ville, ils sont retombés sur notre santé. Donc, plus on les préserve, aussi la nuit, on y gagne tous en fait. Tout ça pour dire que je suppose qu'on est bien conscient qu'un dialogue, il faut qu'il s'établisse en fait. Et là, on est dans le bon timing, d'après moi. En fait, d'après nos enquêtes, on est prêt à faire des concessions, des accords, où est-ce qu'on éclaire, où est-ce qu'on n'a pas besoin d'éclairer pour conserver cette biodiversité. Et où est-ce qu'on peut étendre en fait, parce que tu vois bien dans comment est-ce que beaucoup de petites villes, des villages, ils décident d'étendre. Les seuls soucis, ça va être que des fois, c'est pas accompagné et des fois, ça peut être mal vécu. C'est-à-dire, du jour au lendemain, il n'y a plus de lumière et il n'y a pas un accompagnement de cette prise de décision. Donc, c'est ça qui va poser problème, en fait. Oui, alors qu'un peu de discussion, un peu de cohabitation, ça permettrait de dire, on va éteindre peut-être à des heures différentes, tel jour, ou différentiellement en fonction certains endroits, etc. Et donc, il faut réussir à faire cohabiter ombre et lumière. Oui. Est-ce que, selon toi, il y a deux villes, en fait, deux villes de Brest, une ville du jour et une ville de la nuit, qui sont désynchronisées l'une avec l'autre, hein? Ce qu'on dit sur les études, tu sais, il y a ce qu'on appelle le chrono-urbanisme. Après, c'est toujours des termes, hein, mais c'est pour se dire que la ville, elle a différentes temporalités. Et même dans la journée, il n'y a pas qu'une seule ville, en fait. Il y a plusieurs temps dans la ville, donc on a plusieurs façons de vivre la ville les jours. Et la nuit, c'est la même chose en fait. Donc moi, je ne dirais pas qu'il y a deux villes. En fait, il y a tout un tas de temporalités nocturnes qu'on connaît mal et qu'on accompagne mal, ou qu'on n'accompagne pas. Donc il y a les autres études qu'on avait menées. On a travaillé aussi, j'ai eu la chance de travailler aussi sur Paris avec un projet très sympa où on analysait la place de la République 24 heures sur 24 heures suite à l'aménagement de la place. Et on avait identifié, comme des autres collègues, que la nuit, il y a à peu près 3 temporalités. Et certains moments, il faut l'accompagner plus. Donc, il y a une temporalité où il y a un croisement intense, c'est-à-dire les gens qui finissent leur journée et les gens qui peuvent sortir encore pour aller boire un verre, pour dîner. Donc, il y a un croisement. Donc, il y a une première partie de la temporalité nocturne. On arrive après à une deuxième partie où on va trouver en ville tous ceux qui vont habiter la nuit. C'est-à-dire on va faire la fête, donc ça va être à partir de 23h jusqu'à 1h, 2h du matin, ça c'est, on va dire, une ville de loisirs, une ville festive. Et on arrive à une temporalité de la nuit bien particulière, entre 3h et 5h du matin. Il y a un creux en fait. Je ne sais pas si je prononce bien, mais il y a une descente d'activité où vraiment il y a une nuit profonde, où il y a des activités, ça sera
ils seront beaucoup, beaucoup moins importantes que dans un autre horaire la nuit. Et à partir de 5h, 6h, la ville, encore la nuit, la vie, elle reprend avec ceux qui vont travailler et avec certains fêtards qui vont rentrer. Donc, il y a différentes temporalités de la nuit et c'est ça aussi qui est intéressant. Comme on ne les connaît pas, on s'est dit, c'est la nuit. Il y a une seule façon d'habiter la nuit ou de pratiquer la nuit. Donc, c'est pour ça qu'il faut, encore une fois, il faut l'accompagner parce que quelle est cette population qui rentre tard la nuit et que peut-être que c'est, allez, je reviens encore sur une femme qui rentre tard la nuit et mince, il a loupé son dernier bus et à l'arrêt de bus, il est à deux pâtés de maison de chez elle. Plein de petites choses qu'on pourrait régler qui sont déjà un peu mises en place à Brest, l'arrêt à la demande d'un bus. Voilà, des petites choses qu'on pourrait accompagner, mais tant qu'on ne sache pas qui pratique cette ville la nuit, qu'est-ce qu'il fait et à quels horaires, on n'a pas trop de levier d'action, quoi. Oui, l'idée, c'est pas que le Brest diurne investisse le Brest nocturne, mais de bien mieux comprendre, en fait, tous ces moments, ces temporalités, ces territoires qui changent. En tout cas, c'est pas mon approche. C'est ça qu'il y a certains collègues qui ont... et en plus, il y a aussi certaines recherches qui montrent ça. En fait, il ne faut pas non plus que la nuit, elle se dure... Comment est-ce qu'on pourrait dire? Qu'elle adopte toutes les activités du jour. Et pour moi, il y a bien un équilibre entre la ville, il y a la population qui doit se reposer. Il y a donc, c'est pas que de la ville festive en fait. Donc, une approche de nighttime economy, comme on utilise beaucoup en Angleterre, en fait, ça va être beaucoup une économie nocturne et il faut bien réguler et que des fois, ça peut être aussi un point négatif en fait. C'est-à-dire que d'investir que dans cette industrie ou dans des commerces ou dans des activités nocturnes, c'est un autre défi. Mais ça, c'est des grosses villes qui ont investi sur cette approche-là de nighttime economies. Mais pour moi, c'est pas de poser jour et nuit et c'est pas non plus d'imposer des activités qui peuvent ne pas être accueillies par les habitants et par les usagers la nuit dans certains quartiers, en fait. Si des personnes qui nous écoutent veulent suivre, connaître les actualités de la chaire, et tes actualités, tes productions, tes travaux scientifiques, quels sont les meilleurs canaux à utiliser? On a un site internet très sympa qu'on continue à améliorer et on a un compte LinkedIn et un Twitter donc, et surtout c'est ça il y a sur les sites aussi internet de l'UBO il est bien référencié les sites de la chaire par mail par les réseaux sociaux, on pourrait vous tenir au courant. Et il ne faut pas oublier en fait que c'est un projet qui démarre en fait avec beaucoup d'ambition en fait et qu'on essaye de faire au mieux et c'est toujours ça en fait on est dans un dialogue permanent et dans une découverte de comment est-ce qu'on pourrait faire et comment est-ce qu'on pourrait avoir un impact positif sur cette données qu'on doit créer à propos de la nuit. Donc voilà, pas un projet fini, un projet qui évolue au fur et à mesure et sur lequel on apprend énormément. Voilà. Merci beaucoup Edna Hernandez González. Merci à toi. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.